tarder. Au nom de toute notre communauté, notre comité, un grand merci à nos deux présentateurs aujourd'hui. On a le docteur Michael Chassé, qui est médecin spécialiste en soins intensifs au CHUM et directeur scientifique du Centre d'intégration et d'analyse des données médicales, donc Citadel au CHUM. Et on a aussi le docteur Louis Mully, qui est étudiant à la maîtrise dans le laboratoire de Dr. Chassé. Donc, félicitations à vous pour votre travail en Citadel. Je reconnais vos travaux là-dedans, donc bravo. Et on a très hâte d'entendre vos présentations aujourd'hui. Merci d'être là avec nous. Pour les questions, donc comment ça va se passer? On aura les deux présentations au début et ensuite les questions, une période de discussion à la fin. Donc, vous pouvez écrire vos messages ou vos questions dans le chat ou lever la main puis prendre la parole à la fin. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Dr. Chassé. Puis, bonne conférence. Merci. Bonjour tout le monde. Merci aux étudiants d'Ivado pour cette invitation. Est-ce que vous m'entendez? Oui, parfait. Aujourd'hui, je vais vous co-présenter avec Louis-Antoine Mully, qui vient de terminer sa formation spécialiste en soins intensifs et petit correctif. Il n'est pas en maîtrise dans mon labo, mais en la maîtrise à Johns Hopkins. Mais Louis a été postdoc avec moi avant de terminer sa formation il y a quelques semaines de cela. Aujourd'hui, on ne va pas nécessairement parler en détail de Citadel. On va vraiment vous donner un exemple de projet on peut dire interdisciplinaire où on construit sur les bases qu'on avait oui à Citadel, mais en recherche biomédicale en général, mais où on a rajouté une couche analytique assez avancée. Et c'était cette couche analytique-là qui était le projet de Louis Mully qui va vous présenter. Et si on a le temps, on va peut-être même pouvoir vous donner des exemples de sous-projets qu'on construit maintenant à partir de cette première initiative-là. Un dernier message, un remerciement à Pascal Saint-Onge qui coordonne aussi la plateforme, le programme de sciences de données dans mon labo. Donc, si jamais il y a quoi que ce soit, vous voulez en apprendre davantage, n'hésitez pas à nous contacter, un de nous trois, ça va nous faire plaisir. Remerciements à nos partenaires. On n'a pas de conflit d'intérêt. Les partenaires du projet actuellement, c'est donc Ivado, les IRSC, les Fonds de recherche du Québec et les plus grandes universités au Québec. Et on commence maintenant à se répandre vers le Canada, vers le reste du Canada. Prochaine diapo. Et le projet qu'on vous présente ici, c'est un projet qui n'est pas circonscrit dans le temps. C'est-à-dire qu'on recherche des façons depuis environ, en fait, moi personnellement depuis 2012, mais avec le FRQS depuis environ 2018, une façon de rendre pas disponible, de pouvoir faire du traitement de données de façon sécuritaire en respectant le cadre légal particulier du Québec. Vraiment axé sur des données cliniques, imagerie et plutôt ne pas se restreindre sur nos types de données, mais ne pas juste focuser sur des données administratives. Donc, la Table nationale des directeurs de la recherche au Québec, sponsorisée par la FRQS, a monté un projet en plusieurs phases qui visait à tester ou à planifier le déploiement d'une infrastructure de traitement de données qu'on va vous présenter les fondements aujourd'hui. On en est maintenant à la phase 3. Les phases 1 étant la conceptualisation, phase 2 étant un prototype de petite envergure plutôt théorique. Mais bien sûr, comme tout le monde, on a été frappé par la COVID, mais au lieu d'arrêter les développements, on a fait du levier et on a continué à développer et construire nos travaux pendant la COVID en déployant une infrastructure qui était surtout focusée sur les gens atteints ou testés pour la COVID. Mais la phase 3 maintenant de la Table nationale des directeurs de la recherche est d'expandre le projet vers tous les patients traités ou pris en charge au Québec. Je parle de tous les patients, ça ne veut pas dire que tous les patients vont être inclus, on va y revenir, mais d'avoir une capacité d'aller atteindre et étudier tous les gens qui sont traités dans le système de santé. Donc, le projet spécifique de CODA-19, c'était de ce qu'on a eu comme subvention, c'était de voir comment est-ce qu'on peut adapter nos méthodes de traitement de données dans un contexte pandémique.
On avait besoin, comme vous savez, de données fiables de qualité, le plus standardisé possible, mais avoir aussi des sources très variées. Donc, pas juste une base de données précise, mais vraiment des sources le plus variées possible pour enrichir l'information. Puis dans le cas précis de CODA 19, c'était vraiment pour voir si on était capable d'utiliser ce genre de technique-là, de technologie-là qu'on va vous présenter pour effectuer carrément là, des analyses de plancher, là, donc la stratification de risque diagnostique, identifier certains phénotypes distincts de la pathologie, là, donc de la MERS, la COVID, développer des systèmes d'alerte précoce, puis sous certains bras sur l'utilisation efficace des ressources du système de santé. Bien sûr, la pandémie est allée très, très vite. Donc, est-ce que tous ces objectifs-là sont encore absolument nécessaires aujourd'hui? Pas nécessairement. Par contre, on continue à construire la plateforme pour justement la répondre à tous les autres types de pathologies diagnostiques qui pourraient être utiles. Donc, bref, ce qu'on visait à développer, les principes directeurs, c'est une plateforme d'analyse de données modulable qui nous permettait à la fois de rassembler, de superviser et d'analyser les données de toute forme, qui a une capacité d'entraînement et d'analyse en temps réel, parce que, comme vous savez, souvent, colliger les données, c'est extrêmement complexe, c'est long, il peut y avoir des délais significatifs pour les traiter. Et nous, on voulait développer une façon d'extraire et d'analyser les données plus proche du patient, tant en qualité de données, mais qu'en temps, donc le moins de délai possible. Pouvoir faire des analyses rétrospectives et prospectives, donc à la fois remonter de 10 ans en arrière, mais aussi pouvoir monter des modèles en passage par renforcement ou tout simplement des modèles prédictifs prospectifs et de pouvoir les valider. Une plateforme qui est optimisable en fonction du temps. Aussi. Donc, qu'on n'est pas obligé de tout effacer à chaque fois qu'il y a une nouvelle version qui arrive, là, donc on est capable d'optimiser. Et idéalement, d'être capable d'utiliser à peu près de plus de techniques analytiques ou de rassemblement de données possibles. Donc, pas nécessairement, de ne pas être forcé de centraliser les données dans un seul ordinateur, un seul serveur, mais oui, avoir la capacité de centraliser, mais aussi avoir la capacité d'analyser de façon soit distribuée, ou même fédérés lorsque le contexte analytique s'y prête. Donc, bref, ce qu'on visait, c'était un pipeline de données qui nous permettait de partir du patient et de se rendre jusqu'au suivi de ce dernier. Donc, le projet qu'on a fait comme projet pilote, c'est le projet CODA 19. En français, c'est l'analyse collaborative des données pour améliorer les soins cliniques chez les patients atteints de la COVID-19. C'était un partenariat initial entre 9 sites, 8 au Québec, 1 en Ontario. On est bien sûr on est en train de tester dans d'autres juridictions pour voir la faisabilité et la capacité. L'objectif initial du projet, c'était vraiment de montrer la faisabilité, de faire des analyses centralisées, décentralisées, fédérées à la grandeur du Québec initialement. Et éventuellement tester de façon prospective les outils prédictifs ou d'aide à la décision avec des données, pas qui proviennent de données très nettoyées, mais bien de données obtenues en milieu réel. On a déjà montré cette slide-là, prochaine diapo. Ah, elle n'est pas montrée, mais en fait, pas besoin de revenir, oui, mais juste les sites participants présentement, là, on remercie encore une fois le CHUM, le Jewish McGill, le Sherbrooke, le Sacré-Cœur de Montréal, le CHU Québec Universitaire, le CHU Sainte-Justine, le Chaudière-Appalaches, qui sont les principaux sites présentement qui aident à développer et à tester l'infrastructure. Un mot sur le cadre légal. Vous êtes peut-être moins exposés si vous êtes tous des gens issus de la bioinformatique ou la science de l'informatique. Mais en santé, c'est vrai partout, mais c'est encore plus vrai en santé, le cadre légal et éthique est un incontournable. On doit bien le connaître et le posséder afin de pouvoir travailler avec les données de façon sécuritaire, éthique et légale. Un mot pour ce projet-ci. On ne va pas aller en détail parce que ça pourrait faire l'objet d'un symposium à lui seul, mais je tiens à rappeler que tous les accès et toutes les analyses effectuées dans le cadre du projet respectent plusieurs lois québécoises. On fait l'objet d'ententes interinstitutionnelles de confidentialité lorsque nécessaire et autres lorsque nécessaire. Chaque analyse qui a été faite sur les données médicales a fait l'objet d'un protocole de recherche
indépendant, à durée déterminée dans le temps, approuvé par un comité d'éthique à la recherche, approprié, soit de site ou multicentrique lorsqu'elle est appropriée. Prochaine diapo. Et un petit mot sur le futur, alors qu'on est dans le détail technologique. Plusieurs personnes demandent des fois pourquoi est-ce qu'on focus sur le décentralisé, le distribué, le fédéré, plutôt que centraliser tout. Certes, la centralisation permet beaucoup de facilité d'un point de vue de traitement de données massives, de contrôle qualité, etc. Il y a certaines limitations, entre autres, sur le transfert de données massives. On parle, entre autres, en imagerie médicale, des fois des pétabytes de données qu'on ne peut pas nécessairement transférer de façon simple. Puis parfois, il y a des cadres légaux qu'on ne réussira jamais à traverser. Entre autres, quand on parle, déjà c'est compliqué à l'intérieur du Québec, encore plus quand on sort du Québec puis on reste au Canada, mais ça devient quasiment impossible lorsqu'on veut faire des vrais partages de données à l'international. Donc, un autre intérêt du projet de tester la validité de ce genre d'analyse-là, c'est de pouvoir effectuer ce genre de travaux-là avec l'international. Puis, on a des discussions en cours justement avec des gens en Allemagne, en France, en Europe surtout pour l'instant, pour voir à quel point est-ce que on peut déployer ce genre de méthode-là de façon plus large. Je vais terminer ma partie de la présentation avec une mini-base pour être certain que tout le monde connaisse les termes, parce que je ne connais pas parfaitement l'auditoire. Lorsqu'on parle de modèle d'apprentissage ou modèle d'analyse, ce qu'on connaîtrait mieux, c'est les modèles centralisés. Où toutes les données, supposons qu'on prend l'exemple des hôpitaux, on prend les données au site, on les amène dans un répertoire central ou un registre, etc., centralisé, on fait tout le contrôle qualité et ensuite la donnée est stockée là. Lorsqu'on parle de modèle distribué ou fédéré, dans le modèle distribué, on parle reviens à la dernière diapo. Ouais, c'est ça. Un modèle distribué, on parle de faire des bouts d'analyse à chaque site et sortir des données agrégées et faire des analyses plus de type méta-analytique de façon centrale. Donc, des moyennes médianes avec les limitations de variance augmentée, plus d'incertitudes, etc. Par contre, lorsqu'on fait des modèles fédérés, oui, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les données restent au site comme un modèle distribué. Par contre, ce qui se passe, on va vous aller en détail dans un instant, mais c'est que c'est l'algorithme qui circule plutôt que la donnée qui circule, ce qui nous permet de garder certains contrôles au niveau de la sécurité, au niveau des fiduciaires de données, au niveau des sites. Ce qui nous permet aussi, lorsque c'est impossible de transférer des grandes bases de données, de quand même faire des apprentissages pour transfert, par exemple, sans avoir besoin de tout ramener de façon centrale. Puis pour certains modèles statistiques ou d'apprentissage, on peut arriver avec des niveaux de précision qui sont plus élevés que dans les méthodes, mettons, distribuées, où on est limité par la méta-analyse. Prochaine diapo. Donc, deux dernières diapos sur l'apprentissage fédéré. Deux types. Présentement, la plateforme qu'on va vous présenter focus uniquement sur l'apprentissage qu'on dit horizontal ou sample-based, où le principe est chaque site a les mêmes variables, mais n'a pas les mêmes patients. Donc, ce qu'on fait en apprentissage fédéré sample-based, c'est qu'on rajoute des patients avec un site subséquent. Donc, chaque patient est considéré comme indépendant d'un site à l'autre. La limitation étant que si on fait ça, un patient, supposons qu'il est vu au CHUM, qui est transféré au CUSUM, il va être compté deux fois. Donc, il y a des limitations à ce niveau-là, mais c'est la première étape, le premier type de fédération qu'on peut faire. Le deuxième type, c'est l'apprentissage qu'on dit vertical, fédéré vertical, où maintenant, on peut retrouver un même patient d'un site à l'autre, mais ce n'est pas les mêmes variables. Donc, un patient 1 peut avoir les variables A, B, C, D dans le site 1, E, F, G dans le site 2, Z, Y dans le site 3, et on est capable de compléter nos bases de données comme ça. Ça va être les phases subséquentes de développement. Ce genre de fédération-là permet aussi que les sites restent fiduciaires de leurs données et un meilleur contrôle aussi de la confidentialité parce qu'on n'aura pas besoin de transférer les données du patient obtenu au site A, au site B, par exemple, pour faire notre analyse. Je termine avec
là, on va focuser recherche dans les prochaines diapos, mais je veux juste aussi soulever que ce genre de projet-là a d'autres applications que la recherche. Comme par exemple, on est en projet pilote avec notre gouvernement qui vise le gouvernement a des problèmes d'accès aux données qui ne sont pas juste légaux, qui sont vraiment des fois opérationnels ou logistiques. Et on est en train de tester avec eux si on n'est pas capable de fournir les indicateurs qu'ils demandent en utilisant ce genre de plateforme-là. Avec le grand avantage aussi que le gouvernement resterait agnostique aux patients, donc il ne connaissait pas les données des patients, mais connaît quand même l'information agrégée globale sur les indicateurs de qualité. Donc, on est en train de faire des tests aussi avec eux, là, des hospitalisations, l'occupation des urgences, des mesures administratives. On va maintenant plonger un peu plus technologique. Donc, je passe la parole à Louis, qui est le cerveau des principes que j'ai éliminés. Merci, Michael. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Excellent. Puis, merci beaucoup pour l'invitation. Michael a fait un bon survol introduction du projet. Je veux simplement rentrer un peu plus en détail dans l'aspect technique du projet. Donc, comme vous pouvez vous imaginer, une collaboration interinstitutionnelle, technologique entre 8 différents hôpitaux amène plusieurs différentes considérations, que ce soit au niveau de la sécurité de l'information, de la confidentialité des données, de l'architecture réseau et des méthodes d'apprentissage et d'analyse statistique. Donc, c'est simplement pour vous donner un aperçu des défis qui sont présentés à nous là, dans l'implémentation de ce projet-là et des choix de technologies et de standards qu'on a fait pour pouvoir les adresser. Donc, ce que vous voyez ici, en fait, c'est un peu le survol de l'architecture du projet présentement. Toute cette architecture-là, en passant, a été développée en partenariat avec Valeria, qui est un groupe qui travaille avec l'Université Laval. Donc, on va rapidement passer, là, sans rentrer, je vous promets trop dans les détails techniques, le survol de l'architecture. Donc, en bref, ce que vous voyez ici, trois composantes principales. Donc, la première composante sont les composantes de l'architecture qui sont déployées au site, aux hôpitaux. Donc, chaque hôpital a des applications standards qui sont déployées sur des machines virtuelles dans leur site. On va passer ça en détail. Deuxième composante, c'est le hub central qui vit présentement chez Valeria et qui est responsable là, de faire l'agrégation de données, de colléger des statistiques et de présenter tout ça à un utilisateur qui accède à la plateforme là, via notre interface de visualisation qui est le dashboard qui vise là, à être utilisé par des gens, soit techniques ou des gens qui n'ont pas nécessairement de connaissances techniques. Donc, évidemment, le tout premier défi quand on travaille avec des données patients, c'est bien évidemment là, la sécurité et la confidentialité de l'information. Donc, le premier principe guidant qu'on a décidé d'adopter quand on a conçu la plateforme, c'était l'isolation des différents niveaux de risque de données. Et cette isolation-là se fait de façon assez forte. En fait, les données qui sont à différents niveaux de risque sont isolées sur des machines virtuelles différentes. Donc, c'est, disons, le deuxième niveau d'isolation le plus fort avant une isolation qui est carrément basée sur le hardware. Donc, on a dans chaque site 3 machines virtuelles. Donc, ce que vous voyez ici, chaque couleur représente une des machines virtuelles. Et chacune de ces machines virtuelles-là a une tâche bien spécifique. Donc, une machine qui s'occupe des calculs, une machine qui s'occupe du information retrieval et une machine qui s'occupe de la désidentification puis de la transformation des données dans les terminologies standards. Donc, comme vous pouvez voir, chacune de ces machines virtuelles-là va accéder à des données qui sont à différents niveaux de risque. Donc, la machine rouge va accéder directement au système source de l'hôpital. Donc, elle a accès à des données qui sont identifiantes.
Mais comme vous pouvez voir, la communication entre la machine rouge et le reste du système est unidirectionnelle. Donc, une fois la désidentification des données faite, les données désidentifiées sont poussées sur la prochaine VM et il n'y a pas de communication qui revient vers la VM rouge. Donc, on a une isolation là, complète de cet environnement-là à ce niveau. La VM orange, donc, n'a accès qu'à des données désidentifiées et la VM verte, elle, n'a accès que de façon éphémère à des données désidentifiées. Donc, c'est le niveau là, de risque ici le plus faible. De procéder de cette manière-là nous permet d'assurer une meilleure sécurité que si, par exemple, là, tout ça était déployé sur des containers sur la même machine. Donc, au niveau de la sécurité des données, on a plusieurs mécanismes de protection des données qui sont mis en place. Donc, vous pouvez voir ici les 3 machines virtuelles. Donc, ça ici, c'est un site hospitalier. Cette triade de machines virtuelles-là est déployée dans chaque site. Et si on veut là, passer le flux des données en partant d'un utilisateur qui fait une requête dans le dashboard, bien, tout d'abord, il y a une authentification client qui est faite avec Keycloak. Donc, c'est le standard OpenID qu'on utilise pour faire l'authentification. Keycloak est une solution robuste, là, open source, qui est bien validée dans le domaine. Il y a des politiques d'autorisation qui sont également mises en place selon le rôle de l'utilisateur, qui est également permise par Keycloak. Et ensuite, l'utilisateur, en fait, communique avec le serveur du dashboard ou le hub central que je vous ai montré tantôt. Et par la suite, toute la communication entre le serveur du dashboard et l'infrastructure se fait par des canaux de communication encryptés, donc protégés là, par SSL avec des technologies standards, là, encore une fois, bien validées. Le dernier mécanisme de protection et potentiellement même le plus important qu'on a mis en place, c'est que la communication entre le serveur central et les applications clients se fait pas directement, mais se fait via un API standard, donc un API JSON. Et ce que ça nous permet de faire, en fait, c'est d'éviter de créer des canaux de communication directs comme un canal SSH ou autre, qui peuvent être des risques de sécurité, mais de 2, également, d'adopter une approche whitelist aux requêtes qui sont permises par les clients. Donc, on peut vraiment spécifier de façon exhaustive qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui ne l'est pas, et s'assurer que les applications respectent ces principes-là. Troisièmement, donc, il y a évidemment aussi des enjeux non seulement de sécurité, mais de confidentialité des données. Donc, comme je vous le disais un peu plus tôt, avant de pousser les machines sur notre VM qui fait le Information Retrieval, on a des mécanismes multiples de désidentification des données qui sont mis en place. Donc, ces données-là proviennent des systèmes sources des hôpitaux. Elles peuvent contenir des identifiants ou que ce soit des identifiants patients ou que ce soit des identifiants qui sont uniques dans une base de données. Donc, toutes ces données identifiantes-là sont hashées avec un Key Derivation Function qui permet d'obtenir un équivalent brouillé de l'identifiant en maintenant les relations entre les identifiants, mais sans permettre à quelqu'un de renverser cette fonction-là et de retrouver l'identifiant original. On s'assure d'éliminer de l'import tout ce qui est entrée de données manuscrites. Donc, par exemple, une infirmière qui peut entrer de l'information dans un champ de texte qui est à son libre usage. Donc, évidemment, ces données-là sont plus difficiles à désidentifier, donc on ne les inclut simplement pas. Et il y a d'autres considérations particulières, par exemple, avec des fichiers d'imagerie qui, elles, ont des types de métadata spécifiques. Donc, on utilise là, on a des programmes en place pour enlever de ce métadata tout ce qui pourrait être potentiellement identifiant pour le patient et ne garder que les aspects techniques de l'image qui sont nécessaires à leur analyse et à la reconstruction. Le whitelist de requêtes permises, j'en ai déjà parlé. Et finalement, on a aussi là, des politiques de masquage pour les petits nombres.
Donc, par exemple, si on a un seul patient dans l'hôpital qui a eu un test de laboratoire, bien évidemment, même si la valeur du test en tant que tel n'est pas identifiante, le fait que on sache qu'un patient a eu ce test de laboratoire-là pourrait être identifiant. Donc, on limite les données pour ne pas retourner tous les exemplaires là, qui pourraient avoir moins de 5 cas uniques comme mesure là, de sécurité additionnelle. Je vous en parlais un peu plus tôt, donc on a établi un API standard qu'on a défini avec OpenAPI, donc aussi là, une technologie, un standard pour les développements d'API. Et c'est via cette API-là que que le dashboard peut communiquer avec les différentes applications au site. Et cette communication-là se fait, là, on a une architecture qui est faite par microservices. Donc, lorsque le client veut faire une requête, cette requête-là peut être forwardée soit à un module qui s'occupe de faire des statistiques agrégées, soit à un module qui s'occupe de tout ce qui est apprentissage automatique, apprentissage fédéré, ou soit à un module qui s'occupe de faire des calculs distribués plus complexes. Le but, encore une fois, étant d'avoir une séparation la plus hermétique possible entre le client et le serveur. Voici un aperçu de l'interface de visualisation. Donc, c'est une application web qui a été développée en TypeScript, qui utilise là, au niveau client Vue.js et D3.js pour les visualisations. Qui est en fait qui tire ces données de l'API que je viens de vous présenter. Donc, c'est un peu le proof of concept qu'on a fait avec les données de patients atteints de la COVID-19. Ça nous permet d'avoir des données descriptives de base découpées par site sur la situation là, dans les différents hôpitaux. Par rapport à un peu plus de détails sur les flux de données dans les différentes composantes au niveau des sites. Donc, j'avais mentionné tantôt, on a 3 machines virtuelles qui sont des environnements complètement isolés. Donc, la première machine virtuelle, en fait, la machine rouge, c'est la machine où on va prendre les données du système source, on va les désidentifier. Donc, c'est ce que vous pouvez voir ici. Là, on a des hash functions qui brouillent les identifiants. Et ensuite, encore de façon très importante, qui va standardiser les données pour s'assurer que tous les hôpitaux parlent le même langage. Donc, dans 8 différents sites, il pourrait avoir 8 différentes étiquettes pour un test de laboratoire, par exemple l'hémoglobine. Donc, on a doté des terminologies standardisées et à l'aide de ces terminologies-là, on peut unifier les codes qui sont utilisés pour représenter les mêmes tests ou les mêmes requêtes dans différents sites pour permettre par la suite des analyses là, distribuées aux fédérés. Et finalement, une fois que tous les mappings sont faits, on convertit les données dans le format FHIR qui est en train de devenir très rapidement le format de l'avenir pour le stockage des données numériques en santé, qui a une adoption très importante aux États-Unis et qui commence à être adopté là, également au Canada pour produire finalement le dataset désidentifié qui est envoyé ensuite à la prochaine machine virtuelle. Ici, c'est simplement pour vous donner un exemple de ce qui se passe sur la machine rouge. Donc, par exemple, au CHUM, c'est quelques des systèmes avec lesquels il faut travailler pour être capable d'extraire les données. Donc, il y a un gros travail, évidemment, à ce niveau-là, d'extraction, de standardisation à faire pour rendre les données utilisables. C'est le travail, en fait, de fondation que Michael avait déjà fait en grande partie avec l'équipe de Citadel et sur lequel on bâtit là, pour toutes les autres couches de l'architecture. Je vais sauter juste étant donné que le temps file déjà. Prochaine étape, en fait, quand on rentre dans la machine virtuelle orange, ce qui se passe simplement, on stocke les données FHIR. On a adopté un engin de stockage qui est également open source, qui s'appelle 8box.
qui est un engin là, de stockage haute performance pour les données en format FHIR. Et pour tout ce qui est données d'imagerie, on fonctionne avec des miroir packs. Donc, les miroir packs qui fournissent des URL qui permettent là, de retrouver les données d'imagerie on the fly quand c'est nécessaire. Cette technologie de stockage qu'on utilise, 8box, nous permet de faire plusieurs différentes choses qu'on aurait dû faire manuellement sinon. Donc, évidemment, l'optimisation de la performance du stockage, mais aussi plusieurs caractéristiques de sécurité comme des logs d'audit d'accès aux données, un stockage qui respecte les normes HIPAA pour des partenariats éventuels aux États-Unis, et une validation une certaine validation de la qualité du format des données surtout avec leurs outils là, intégrés. Finalement, la VM verte, donc c'est là que se passent tous les calculs en fait. Donc, en réponse à une requête, l'API du site va, en fait, la VM verte va aller chercher les données minimales requises pour répondre à la requête et créer un dataset, un petit dataset éphémère dans sa mémoire temporaire. Encore une fois, on parle de données désidentifiées à ce niveau-ci. Donc, c'est un subset éphémère des données désidentifiées qui est accessible par la machine verte. Il va faire son calcul, que ce soit des statistiques, que ce soit l'apprentissage de modèles, et ensuite retourner la requête au dashboard. On utilise Redis pour le stockage temporaire de données et tout l'apprentissage se fait avec les API de TensorFlow. Le tableau de bord, on l'a déjà vu. Ici, simplement pour vous donner une idée, c'est le prototype qu'on est en train de développer de la fonctionnalité d'apprentissage fédéré du dashboard. Donc, c'est encore embryonnaire, mais pour vous donner une idée, on peut spécifier une requête avec l'API Coda 19, spécifier les données sur lesquelles on veut entraîner, déterminer les sites auxquels on veut envoyer la requête, et en temps réel, on peut observer l'entraînement du modèle qui se fait là, donc de façon fédérée. Le modèle d'apprentissage ici est spécifié avec l'API Keras. Donc, l'utilisateur peut entrer, là, peut travailler un modèle en local avec TensorFlow, en Python ou avec même d'autres librairies, exporter son modèle dans le format standard Keras et ensuite rouler ce modèle-là sur les différents sites. Donc, on est présentement en train de déployer ce prototype-là là, sur notre architecture. Cette diapo, je vais la laisser à Michael. Je crois qu'il voulait dire quelques mots par rapport à ça. Donc, de façon un peu plus concrète, souvent, quand on fait de l'apprentissage, on se fait questionner à savoir, oui, mais est-ce que je peux vraiment avoir de l'information un peu plus détaillée ou est-ce que je peux faire de l'exploration du pourquoi, du comment, de ce qui se passe dans mon institution. Donc, je voulais aussi vous montrer un exemple là, de comment est-ce que les décideurs peuvent utiliser ce genre de plateforme-là. Donc, ici, c'est un prototype aussi qu'on a extrait à partir de 5-6 systèmes sources dans Ocean. Donc, chaque point représente un patient, la couleur étant sa priorité de triage à l'urgence. Et chaque carreau, chaque rectangle est un moment dans la prise en charge d'un patient dans une institution. Donc, on peut aller quand même de façon un peu plus granulaire sur où est-ce que les patients sont allés, où est-ce qu'ils ont transigé, combien de temps à chaque endroit. Puis là, ici, on a fait même une petite animation que Brown et Roy Niculescu, où on est capable même de façon empirique analyser où est-ce que les patients bloquent. Donc, on voit aussi que pendant la consultation, c'est souvent là que ça bloque. Puis vous allez voir les points rouges, à quel point ils passent vite là, devant tout le monde. Là, donc, c'est les patients prioritaires. Donc, c'est juste des petites anecdotes qu'on vous présente là, de vraie extraction de données et de ce qu'on peut faire avec ce genre d'infrastructure-là.
Un mot ici, juste pour dire, comme vous voyez, on dit, vous avez des points individuels, hein? Donc, c'est chaque patient. Donc, les gens vont dire, oui, le côté confidentialité, inquiétez-vous pas, on met des blagues random dans les dates, là. Comme ça, la date que vous voyez n'est pas réelle, mais la distribution des heures et des dates reste la même que la population source. Donc, ça nous permet que si vous faites un freeze sur l'image sur un point quelconque à une heure donnée, oui, il y a un patient qui est là, mais ça ne représente pas nécessairement le vrai patient. En fait, ça ne représente pas le vrai patient à ce moment-là. Pour des fins de confidentialité. Ceci étant dit, si on veut avoir la vraie animation avec les vrais patients pour des raisons de décision dans un hôpital, on peut bien sûr l'avoir. Prochaine diapo. Je voulais juste dire, montrer à quel point ce genre de projet-là, c'est compliqué. Là, on met un merci avec, je pense qu'on a une cinquantaine de personnes là, listées, mais depuis la dernière fois qu'on a fait cette diapo-là, je pense que ça en est rajouté une autre dizaine. Là, puis le but, c'est que cette diapo-là devienne 2, 3 et 4 diapos. Donc, c'est le genre de projet de grande envergure qui demande beaucoup de collaboration. Donc, un gros merci à tous. Et avant de conclure, je voulais juste faire un petit avertissement, juste dire que ce qu'on vous présente là, c'est encore au stade prototype. C'est pas prêt encore pour faire de la recherche à grande échelle. Nos prochaines étapes là, qui vont être nécessaires, ça va être d'avoir des audits de sécurité indépendants avant de rendre ça accessible. Parce que présentement, c'est extrêmement encore récent dans le sandbox. Là. Donc, c'est pas ouvert pour de la recherche à grande échelle. Donc, on va avoir besoin d'audits de sécurité indépendants. Puis les modèles qu'on développe de façon prototype présentement, c'est pas des modèles qu'on permet de sortir des institutions. Parce que comme vous savez, les modèles, même un modèle d'apprentissage fédéré sur des données désidentifiées, il y a des sortes d'attaques qui peuvent permettre, en théorie, potentiellement de réidentifier certains patients. On met tout en place ce qu'il faut pour éviter ça. Mais avant de pouvoir dire que notre infrastructure est sécuritaire et que ça respecte toutes les normes de confidentialité et tout, on va devoir avoir des audits indépendants pour ça. Donc, rassurez-vous, il n'y a rien de tout ça présentement qui est libéré côté de données. Par contre, le code et ce qu'on développe, on le fait bien sûr en mode open source. Alors, merci. Félicitations à Louis pour ce travail extraordinaire de la dernière année. Et Louis a fait ça aussi en même temps que compléter sa formation d'intensiviste. Donc, bravo Louis. Puis, on a des diapos supplémentaires, c'est des exemples de projets, mais je pense que comme il reste 15 minutes qu'on va arrêter puis ouvrir la table pour les questions.